Je fais suite dans cette vidéo au petit reportage que j'ai fait sur Mamartchevo récemment. Alors Mamartchevo, petit village du sud de la Bulgarie, où deux Français expatriés, Eric et Laurent, offrent la possibilité à des Français d'acheter une petite maison et puis de s'installer en territoire rural bulgare. Alors l'idée, c'est aussi de créer une forme de communauté, puisque Eric est très actif sur Internet à travers sa chaîne YouTube, où il va quelque part faire la promotion de ses idées et créer une communauté de gens qui partagent finalement ses idées. Et puis certains franchissent le pas et décident de le rejoindre sur ce village. Alors donc, Eric et Laurent, merci de votre accueil encore une fois. C'était très sympa, on a passé une après-midi vraiment très agréable. Alors c'est effectivement une démarche qui m'intéresse parce que j'ai moi-même pensé à l'aspect communautaire. Je pense que dans les années qui viennent, et vu les scénarios probables de l'évolution du monde, l'organisation sous forme de tribus aura tout son intérêt. Alors je vais, dans la première partie de cette vidéo, faire mon retour sur Mamartchevo, parce qu'à travers une petite vidéo produite de 9 minutes, on ne peut pas non plus en dire plus. Je vais essayer de développer un petit peu plus dans cette vidéo, et puis derrière, en deuxième partie, je vais vous donner mon sentiment par rapport à ma propre vision. Alors je vais essayer d'être le plus transparent possible par rapport à ce que j'ai ressenti. Alors déjà, la première chose, effectivement, c'est une vidéo qui a fait beaucoup réagir, il y a eu beaucoup de commentaires. Alors je dois dire que ça fait plaisir, parce que il y a évidemment la majorité des gens qui ont trouvé ça sympa, mais il y en a comme toujours qui n'adhèrent pas. Enfin bon, ça c'est la vie, c'est la pluralité, c'est comme ça, c'est pas un souci. Mais bon, la première réaction que j'ai eue finalement à travers tous ces commentaires et liés à cette vidéo, c'est je me dis, les gens s'expatrient et ils importent quelque part en même temps avec eux cette mentalité française. Et c'est pas forcément celle qu'on aime quelque part. Alors moi je suis plutôt un loup solitaire à la base, et je me suis toujours plus ou moins tenu à l'écart de toutes ces polémiques. Ça c'est quand même franco-français. Ceci dit, ça dépend des pays, mais en même temps, comme je dis toujours, quand on est expatrié dans un pays où on comprend pas la langue, si les gens disent des conneries, ça nous passe au-dessus beaucoup plus facilement que lorsque l'on est en France et que on doit subir tous les commérages de village. Alors il y a quand même, évidemment, il y a plusieurs réflexions qui me viennent par rapport à ça, parce que la première, j'ai envie de dire, c'est cette première réaction que j'ai eue, naturelle. Maintenant, la seconde réaction que je peux avoir par rapport à ça, c'est qu'effectivement, comme toujours, toute action humaine engendre des forces qui vont dans le sens qu'on souhaite, et puis des forces opposées, c'est normal, il y a les intérêts personnels, les conflits d'ego, les malentendus aussi, et je me dis que finalement gérer et créer une communauté, c'est très compliqué, parce que effectivement, lorsque l'on réunit sur un territoire donné plusieurs personnes qui ont des vécus différents, des modes de vie différents, des vues différentes, des cultures et des points de vue, des égos, voilà, gérer de l'humain c'est compliqué. Vous êtes chef d'entreprise, vous aviez 10 personnes sous vos ordres, vous avez 10 problèmes potentiels. Voilà, c'est ça qui est notable, et on le reverra partout. Alors, maintenant, comment procèdent Eric et Laurent dans leur action ? Écoutez, tout simplement, d'après ce que j'ai compris, ils vont proposer un service finalement. Alors, Eric fait la promotion de ses idées sur Internet, et puis les gens qui se sentent alignés avec lui, peut-être franchissent le pas et se disent écoute, je vais venir te rejoindre donc dans cette communauté qui se crée à Mamartchevo. Alors moi je vois donc voilà la façon dont c'est fait. Lui propose un service, c'est-à-dire il va dénicher des maisons, et puis moyennant une rétribution comme une agence, il va organiser finalement l'achat auprès du notaire, et puis la rénovation, les travaux, etc. Alors moi je vois plusieurs écueils à ça qui peuvent être source de malentendus, et quelque part c'est des limites aussi par rapport à la volonté de construire et de constituer une communauté viable. Alors, la première, je balance en vrac comme ça mes idées, c'est que je me dis finalement, on est dans une société où on met l'argent au centre, je veux dire, c'est comme ça. Toute la sélection se fait avec le pognon, c'est clair. Si vous êtes un footballeur de 18 ans qui parle à peine français, qui a une culture de pois chiche, mais qui a un véritable talent pour taper dans un ballon, vous aurez une Mercedes qui vaut 200 plaques. Les meilleurs restaurants vous seront offerts, et puis vous aurez un appart parisien
dans du haussmannien bien placé, de 150 mètres carrés, c'est comme ça. Donc, quelque part, la sélection elle se fait toujours par l'argent. Vous allez, lorsque vous mettez la liasse de billets sur la table, avoir la possibilité de vous offrir les plus belles maisons, les plus belles infrastructures, les meilleures écoles. C'est comme ça. Et quelque part, le fait de proposer à des gens un ticket d'accès pas cher, hein, puisque bon, je ne sais pas combien vendent ces maisons, combien sont vendues ces maisons rénovées, hein, peut-être entre 15 et 30 000 euros, je dirais, à la louche. Eh bien, quelque part, vous mettez encore une fois l'argent au centre de l'équation, parce que vous pouvez penser que des personnes vont venir vous rejoindre parce qu'ils sont alignés avec vos idées, mais en même temps, certaines peuvent être juste attirées par la possibilité de profiter de votre action, hein. C'est-à-dire vous êtes pionnier, vous avez ouvert la voie, et puis voilà, c'est plus facile d'acheter une maison pas chère à quelqu'un qui parle français dans un environnement ou que lui-même maîtrise beaucoup plus que vous, et puis là où il y a un ticket d'entrée qui est raisonnable, donc même si je ne suis pas d'accord avec ses idées, je vais profiter du service. Donc ça me paraît être le premier écueil par rapport à cette démarche. Alors j'en ai discuté avec Eric, lui il me dit, bon, lui il n'est pas dans cette dynamique-là, de toute façon les parcelles sont assez grandes, 1500 mètres carrés de terrain, une maison dessus, le village est assez grand aussi, donc les gens sont éloignés finalement. Donc, même si lui-même essaye de mettre une bonne ambiance à l'intérieur de cette communauté, parce qu'il y a forcément une entraide qui se fait entre Français, hein, et puis entre Bulgares et même avec les Anglais, a priori, parce qu'il y a des familles anglaises qui sont installées, lui-même n'a pas non plus cette ambition de créer une communauté fermée, j'ai envie de dire. Chacun fait sa life, hein, comme on dit. Et bon, ça peut être effectivement un écueil. Alors, j'avais oublié de préciser, hein, encore une fois, moi je suis un peu au-dessus de tout ça, je veux dire, j'ai vu évidemment qu'il y avait des malentendus, des conflits. Bon, voilà, moi je suis pas un juge de paix, j'en ai rien à foutre, hein, c'est pas mon rôle, je connais pas les dossiers en plus, donc quand je porte un jugement, en général je le fais parce que j'ai étudié les pièces et confronté les différents points de vue, et après je me fais ma propre idée, mais quand bien même, là encore, je suis pas à même de juger et c'est pas mon rôle. Donc moi je ne fais qu'observer un petit peu les schémas en prenant de la hauteur et donner mon avis, mon point de vue par rapport à ça. Je suis bien placé pour savoir que l'art est difficile, la critique est toujours facile, hein. Donc, ceci étant posé, effectivement, le premier écueil, c'est celui-là, c'est-à-dire que quelque part, vous mettez encore l'argent au centre de l'équation quand vous proposez un ticket d'entrée qui n'est pas élevé, hein. C'est comme si vous proposiez un ticket d'entrée élevé, vous faites quand même une forme de sélection autour de l'argent. Donc, pour moi, ça reste un bémol. Ensuite, je pense que peut-être qu'il y a une proposition de valeur à la base qui n'est pas totalement définie. Je m'explique par rapport à ça. C'est que il faut bien vous rendre compte d'une chose, il n'y a aucun Français, ou très peu finalement, hein, on se compte sur les doigts d'une main, j'ai envie de dire, qui va prendre ses petites valises et qui va aller au fin fond de la Bulgarie ou d'un autre pays de l'Est, bien sûr, pour s'acheter une ruine dans un village qu'il ne connaît pas, évidemment dans un pays dont il ne maîtrise pas la langue ni les codes, etc., et qui va poser ces valises-là pour tenter une expérience, hein. Ça n'existe pas. Alors donc, évidemment, hein, le prix, vous pouvez trouver en Bulgarie des ruines pour 3 fois rien, hein. Je veux dire, c'est des parcelles de terrain de 1500 mètres carrés avec une ruine, ça se trouve pour, je ne sais pas moi, peut-être 5 000 euros, voire même moins, hein. Donc c'est tout à fait faisable, vous pouvez le faire, faites-le. Maintenant, il faut être complètement honnête. Si vous êtes amené à vouloir tenter l'expérience, vous allez le faire parce que vous avez des Français qui sont déjà installés sur place et qui vous mâchent le travail de A à Z. Donc ça s'appelle la prestation de service, hein, derrière, et la valeur ajoutée que vous pouvez avoir lorsque vous achetez une maison. Et dans ces cas-là, alors peut-être que Eric et Laurent le font de façon plus implicite. Et moi, je pense qu'il faut peut-être mettre il faut que la proposition de valeur justement soit plus définie pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Mais en tant que Français, quand vous venez là, si vous êtes de bonne foi et si vous avez un cerveau entre deux oreilles, vous savez aussi que vous payez une certaine prestation. Moi, j'ai un copain qui a acheté une studette à Paris, dans le 15e arrondissement, il y a quelques temps. C'est un truc qui fait 9 à 10 mètres carrés. Il a payé ça 120 000 euros, d'accord ? Donc, j'aime autant vous dire que ce n'est pas la qualité des murs du bâti parisien qui part en couille tout le temps et le prix de l'enduit qu'on va mettre dans une pièce grande comme un chiotte qui vaut ce prix-là. Non, vous payez la localisation. Donc, quand vous allez dans un village en Bulgarie pour acheter une maison
et vous installer dans une communauté de Français qui est déjà créée, et bien vous profitez d'une dynamique, eh bien, il y a quelque part, il y a une proposition de valeur, alors peut-être implicite, c'est là où il y a le souci, mais il y a quand même une valeur ajoutée par rapport au simple fait de vous prendre vos valises et de jouer l'explorateur. Hein. Quand on est explorateur, on ne prend pas les mêmes risques que lorsqu'on fait partie du wagon qui vient. Hein. Donc il faut prendre en compte ça. Et effectivement, une maison qui est rénovée sur un village comme celui-là, les prix du marché ne veulent rien dire, absolument rien. Pourquoi? Parce que vous bénéficiez de l'expérience de gens qui sont déjà installés là, vous bénéficiez de la communauté qu'ils ont initiée sur place, qu'ils ont créée plus ou moins, vous bénéficiez de leur expertise parce que c'est eux qui vont vous emmener chez le notaire, qui vont prendre en charge, qui vont vous accompagner. Ce sont eux qui vont prendre en charge les rénovations. Alors là, évidemment, vous pouvez peut-être aussi passer par d'autres personnes, par des entreprises bulgares. Maintenant, si vous passez par leur canal, je ne sais pas, moi après c'est une question d'éducation, c'est sûr que c'est difficile de prendre la moitié du package, hein, vous voyez. Donc quelque part on revient toujours à des propositions commerciales qui doivent être définies à la base, mais quelque part implicitement, évidemment, par rapport à la démarche d'Éric et Laurent, hein, qui est de vendre ces maisons, prendre une commission sur la vente, ce qui est normal par rapport au service qu'ils proposent, et ensuite d'organiser les travaux en faisant travailler des familles locales dessus, c'est sûr que vous allez payer plus cher que si vous veniez tout seul en explorateur avec vos valises, vous rachetiez une ruine et que vous preniez en charge vous-même les travaux. Donc quelque part, ça paraît cohérent. Donc encore une fois, je dis peut-être que c'est la définition de la proposition de valeur qui n'est pas clairement définie à la base, qui peut-être pose problème parce qu'il y a des sources de malentendus. Puis après, il peut aussi y avoir la bonne ou la mauvaise foi des protagonistes, hein, des deux côtés. Ça, on ne sait pas, c'est comme ça. Mais en attendant, si vous définissez clairement la chose, logiquement, on évite un maximum de malentendus. Enfin, ça, c'est ce que je pense, à mon point de vue. Maintenant, j'ai envie de dire aussi, toute action humaine est difficile. C'est toujours facile, quand on entreprend, et je suis bien placé pour savoir, vous avez toujours une masse d'abrutis qui sont suiveurs et qui critiquent, mais qui ne font jamais rien. Vous avez encore une autre masse d'abrutis qui sont incapables de mettre leurs couilles sur la table pour tenter les choses, parce qu'ils ont 15 000 bonnes raisons pour ne rien faire, absolument. Et moi, je vois, les gens me posent des questions sur la Bulgarie, sur la démarche, etc. Moi, j'ai pris un billet d'avion, je suis venu ici sans contact, sans connaissance, sans rien du tout, et je me suis débrouillé tout seul, voilà. Donc, maintenant, il faut être honnête par rapport à soi, c'est beaucoup plus facile de venir dans un pays, quel qu'il soit, lorsque l'on a des contacts, c'est évident. Ça vous mâche quand même le travail, la plupart des gens sont incapables de vivre seuls ou ils ont besoin d'être biberonnés, donc c'est quand même toujours plus facile de se trouver, entre guillemets, un gourou. Alors je dis pas que Eric est un gourou, c'est pas ça du tout, mais quelque part il crée une communauté autour de lui et des gens le suivent. Donc c'est beaucoup plus facile, vous, de suivre quelle que soit la personne, on est d'accord, hein, mais quelqu'un qui soit implanté. Moi j'ai rencontré des Français ici, ça m'est arrivé, qui m'ont posé des questions, on a passé un très bon moment ensemble. Voilà, il y a des échanges qui se font, je donne des renseignements dans la mesure de mon expérience personnelle en disant je sais ou je ne sais pas, voilà ce que je ferai, voilà. Mais vous êtes toujours libre vous-même de décider et vous êtes libre de vos choix. Maintenant, si vous rentrez dans un canal, j'ai envie de dire, vous avez une proposition de service, donc il faut jouer le jeu, c'est comme ça, hein, voilà. Sinon, après, ça crée des problèmes, c'est évident. Maintenant, je trouve la démarche de Eric et Laurent très intéressante parce que effectivement, ça crée du sens, le fait de s'implanter localement, de faire participer des familles à la rénovation de ces maisons, de créer du travail, de redynamiser économiquement le lieu. Et socialement, je pense que c'est très intéressant je sais qu'Eric participe aux fêtes du village, il marche sur le feu, il se baigne dans l'eau, dans une eau à 4 degrés. Donc ça participe aussi de cette intégration, parce que n'oubliez pas que... Alors c'est ça que je voulais dire aussi, quand vous venez dans un pays étranger, parce que je remarque, les gens veulent des devis signés, etc. N'importez pas à l'étranger la névrose qu'on peut avoir chez nous en France. Je veux dire, quelque part, quand on quitte un pays pour un autre, on le quitte parce qu'on en a ras-le-bol du mode de fonctionnement. C'est pas pour importer tout ça dans votre pays d'expatriation, pardon. C'est complètement débile. Je veux dire, il y a un moment, il faut arrêter avec ça. Il faut aussi se faire aux us et coutumes locales.
Moi, je vois bien que, par exemple, je paye un expert comptable, je paye très cher par rapport aux, comment dire, aux normes bulgares. Mais bon, voilà, sa proposition de valeur, elle est nette, elle est claire, on parle anglais, je sais où je mets les pieds, on est plus ou moins aligné par rapport aux idées, donc il me facilite la vie. Je sais très bien que je pourrais trouver une prestation de service avec un bulgare beaucoup moins cher maintenant, parce que j'aurais peut-être pas la même relation, la même qualité de service, et la même facilité pour moi en tant qu'étranger de pouvoir bénéficier de ce service. C'est comme ça, je le sais, je l'accepte. Mon pote avec son appart à Paris dans le 15e qui vaut 120 000 euros, voilà, pourquoi il met 120 000 balles dans un chiotte? Parce que voilà, c'est grand comme un placard à balai son truc, mais parce qu'il y a des gens qui veulent, c'est la localisation, c'est comme ça, voilà. Il le sait, les gens croient que ça va encore prendre des milliards, qu'on peut le louer facilement. Bon, alors ça c'est un autre débat, c'est comme ça, mais en attendant, il sait pourquoi il paye le prix. C'est pas encore une fois le prix du bâti ni de l'enduit sur les murs. Ça fait partie du jeu. Voilà, je veux dire, ici, pour 120 000 euros, vous avez un palace, quoi. Hein. Voilà, c'est comme ça. Donc, mais maintenant, vous avez un palace en Bulgarie. Vous ne l'avez pas dans le 15e arrondissement de Paris. On est bien d'accord. Donc, il y a un moment, il faut être cohérent. Donc, quand vous êtes dans un pays étranger, il y a cette dimension-là à prendre en compte aussi. Moi, je vois ici comment ça se passe. Les gens travaillent beaucoup avec la parole donnée. C'est ce que mon copain Hervé me disait, qui vit ici depuis des années. Il n'y a pas le même côté, j'ai envie de dire, procédurier, signer les papiers. Enfin, je veux dire, vous louez un appartement en France, maintenant, c'est un annuaire qu'il faut signer, parce qu'avec les normes, les bidules, les machins, ici, ça ne se passe pas comme ça. Je veux dire, c'est différent. Donc, quand vous vous implantez dans un pays, pourquoi je dis il faut être mobile au début et il ne faut pas acheter? C'est tout simplement pour ça. C'est parce que quand vous arrivez dans le pays, vous n'y connaissez absolument rien. Et vous ne pouvez pas importer vos façons de voir, parce que localement, ça fonctionne forcément différemment. Mais vous ne savez pas encore, parce que vous n'êtes pas au fait de la façon dont les gens procèdent ici. Hervé me disait aussi, quand vous êtes invité chez quelqu'un à dîner, vous n'apportez pas des fleurs à une femme. Chez nous, ça se fait en France. Bah oui, mais pas ici, parce que c'est mal vu. Vous apportez des cadeaux aux enfants, parce que les enfants passent devant. Donc vous voyez, il y a plein de petits détails comme ça qui font que lorsque vous êtes expatrié dans un pays que vous ne connaissez pas, eh bien, il faut y aller avec des pincettes, il faut y aller prudemment. Donc, encore une fois, quand je dis arrêtez de suivre des gourous, prenez des informations, soyez prudents, et puis allez-y progressivement. Maintenant, quand vous rentrez dans un canal avec un service, faut jouer le jeu. C'est comme ça, sinon vous vous démerdez par vous-même, très clairement. Rien ne vous empêche, encore une fois, comme je le dis, vous vous posez des questions sur le pays, sur les pays, que ce soit la Bulgarie ou ailleurs. Mais c'est pas compliqué, vous prenez vos 2 valises, donc moi je prends même un sac à dos, hein, voilà. Vous prenez un putain de billet d'avion, vous sortez les doigts, et puis vous venez visiter, vous venez voir. Moi je fais une vidéo sur Mamachevo, je fais des vidéos un peu partout, j'essaye de produire du beau, j'essaye du moins, je fais ce que je peux. Maintenant, il y a toujours 2 faces à la médaille, hein. Je pourrais très bien vous faire une vidéo sur le ghetto de Gypsy à Plovdiv. Alors ceci dit, j'y ai pas encore mis les pieds, parce que bon, déjà... En France, ça m'intéresse moyennement. Bon, voilà. Mais ça fait partie des réalités aussi. C'est comme ça. Donc, vous ne pouvez pas toujours tout avoir. Et le meilleur moyen de se rendre compte, c'est toujours de se bouger les fesses, de se déplacer soi-même et d'aller visiter pour voir de visu et vous faire votre propre opinion. Parce que ça, personne ne peut la faire pour vous. Il y a des gens pour qui ça va convenir, il y en a d'autres pour qui ça ne conviendra pas. Voilà, vous avez un fantasme de retour à la Terre, si vous êtes un Parisien boboifié. Alors, entrebigner ces petites carottes sur 1 mètre carré de jardin sur son balcon, c'est carrément autre chose que de se retrouver en territoire bulgare à faire de la permaculture, ou même en France hein, d'ailleurs. Hein. Moi, j'ai grandi à la campagne, je sais comment ça se passe. Hein. D'aller dans les champs, de bigner, machin. Voilà, c'est compliqué. Hein. On a toujours un fantasme, mais après, c'est pas la même. Hein. Donc effectivement, hein, si vous voulez vivre ce retour à la Terre, eh bien faites-le faites-le vraiment. Hein. Allez dans la Creuse, achetez une ferme, et puis voyez ce que c'est. Voilà. Donc bon, bref, tout ça pour en revenir au fait que, encore une fois, c'est difficile quelque part de créer une communauté, de faire venir les gens sur un alignement d'idées, proposer un service, et parce que c'est source de malentendus. Et je veux dire, c'est comme ça. Alors,
Moi, personnellement, comment je vois le truc? Eh bien, moi, je m'inscris toujours dans des scénarios, tout simplement, et je me dis, effectivement, à des scénarios possibles dans les années qui viennent, eh bien, c'est une forme d'effondrement. Et là, dans ce cas-là, évidemment, il faut se regrouper. Et pour ça, il faut créer une tribu. Alors, moi, personnellement, j'aurais pas cette ambition d'ouvrir à tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est pas mes idées, tout simplement. Je pense que lorsque l'on a un échange entre personnes, eh bien, c'est aussi une relation qui peut pas être unilatérale, c'est bilatéral. Vous avez des devoirs et des droits, et il faut prouver que vous méritez le truc. Je veux dire, venir s'installer en territoire rural, il faut aussi pouvoir le mériter. C'est pas pour tout le monde. Donc, est-ce que la terre peut elle-même vous rejeter, hein, tout simplement. Donc, faut avoir cette forme d'humilité. Et donc, effectivement, par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à mes valeurs martiales, hein, revoyez un petit peu le film Fight Club, hein, si vous voulez voir un petit peu comment je suis aligné, et puis vous comprendrez. Moi, je ne mettrai pas l'argent au centre du problème. En clair, je pense tout simplement qu'effectivement, une organisation sous forme de tribu, ça paraît, dans le cadre d'un scénario d'effondrement, ça paraît indispensable, parce que tout seul, c'est très difficile finalement de s'en sortir. Mais pour que ça marche, eh bien, il faut une organisation quasiment militaire, parce que les groupements communautaires un peu babacool, comme on voit en France, par exemple, ça existe, hein, des gens qui retournent à la terre et qui font des communautés comme ça, c'est pas nouveau. Eh bien, ça fonctionne plus ou moins bien, hein, parce que voilà, il y a toujours les égos, il y a tout ça. Moi, j'avais vu un reportage dans une vidéo où le type organisait toutes les semaines, il se retrouvait dans une grande pièce avec les gens du village, et puis il déballait tout sur la table, hein, on fait de la psy quelque part. C'est voilà, il y a ça qui va pas, il y a ceci qui va pas. Enfin bref, c'est la gestion d'humain, c'est compliqué. Moi, j'ai une vision qui est un peu alternative par rapport à ça et très pragmatique, hein. Donc, le côté communautaire sur la permaculture, le retour à la terre, ok, c'est très bien, mais moi, je prends en compte aussi l'aspect défensif. Et donc, c'est pour ça, quand je dis une communauté de 200 guerriers, eh bien, rassurez-vous, mesdames, hein, vous seriez aussi inclus dans le projet, évidemment, hein. Mais à la base, ce serait quand même 200 guerriers, parce que des gens qui se retrouvent sur un territoire pour le faire vivre et se soutenir mutuellement, eh bien, il faut aussi des qualités. Et c'est pour ça que je verrai une bibliothèque, une salle d'entraînement au centre du village, parce que je veux que les gens se cultivent, apprennent à développer leur esprit critique, mais participent aussi physiquement, dans la mesure de leur capacité et de leurs compétences, parce qu'il y a une complémentarité à avoir, mais à la vie finalement de la cité, puisque quelque part ça s'apparenterait à une forme de cité-État comme on l'a connu dans l'Antiquité. Alors, maintenant, comment ça pourrait fonctionner? Évidemment, oui, sur la forme militaire, une organisation militaire, ou alors, un peu comme dans les gangs américains, regardez par exemple les bikers, c'est exactement le même système, hein. Vous avez un président, des lieutenants autour d'une table qui décident pour la communauté, et il faut se plier. Et pour avoir le droit de siéger, il faut des qualités. Voilà, c'est comme ça. Alors après, il faut redéfinir un socle de valeurs communes, évidemment, hein, avec une forme de constitution. Mais je pense que cette forme de société, un peu comme à Sparte, hein, par exemple, hein, peut-être pas aussi orientée vers la guerre, hein, mais quelque part quand même très structurée, a de fortes chances de fonctionner. Parce qu'il y a un socle de valeurs communes qui est clairement identifié et auquel tout le monde doit adhérer. Et puis il y a des règles, tout simplement, qui structurent le tout. Vous avez des droits, mais vous avez aussi des devoirs, hein. Il est hors de question de se retrouver et de recréer une micro-société empreinte de parasitisme, hein, comme on la connaît maintenant dans nos développements de société occidentale. C'est pas comme ça que ça fonctionne, très clairement, en tout cas pas de mon point de vue, hein. Voilà. Donc, à partir de là, dans une société comme celle-là, effectivement, il y a l'aspect défensif, hein, il y a la force aussi qui doit être au centre du projet, hein, force morale et force physique évidemment, hein, pour certaines personnes, hein, et une organisation de société comme on l'a connu déjà dans l'histoire. Alors maintenant, on est quand même au XXIe siècle, et effectivement, retour à la terre, un peu comme nos ancêtres avec la robe de bure et puis les sandales. Il faut quand même être honnête, hein, il y a de fortes chances qu'on ne retrouve pas forcément tout à fait ça, hein. Mais justement,
avec une organisation bien pensée, peut-être en termes de permaculture du terroir dans lequel on s'implante, eh bien, je pense qu'avec de la technologie, tout simplement, on peut aussi se faciliter la vie. Parce que, il faut quand même être honnête, quand on voit l'expérience des survivalistes américains qui passent leur vie à bigner la terre et à faire des bocaux pour stocker, enfin, je veux dire, votre vie, elle se réduit, elle se résume à ça, c'est-à-dire une lutte perpétuelle pour la survie au quotidien qui ne vous laisse plus la place, finalement, à une dimension plus élevée. Alors, soyons honnêtes, dans l'Antiquité, c'était facile sur le mode d'organisation de la cité-État, eh bien de faire du sport, de se cultiver, etc., et puis de participer politiquement à la vie de la cité, parce qu'on avait une masse de bras qui étaient les esclaves, hein, qui faisaient tout le sale boulot. Alors maintenant, on est au XXIe siècle, hein, il ne s'agit pas d'utiliser l'esclavage, hein, c'est pas ça du tout, mais justement, on a avec la robotisation peut-être la possibilité, justement, eh bien, sur ces micro-structures, ces tribus, d'avoir les bras antiques qui soient remplacés justement par la technologie. Et à ce moment-là, on peut envisager eh bien, de se développer ultérieurement et autrement, et de ne pas passer sa vie courbée au-dessus d'un champ pour récolter 3 patates. Hein. Voilà. Alors écoutez, c'était mon point de vue par rapport à ça, ma Marchevo, hein, mon retour pour l'instant. Alors encore une fois, comme je le dis, moi, je n'ai pas de parti pris là-dedans. Je veux dire, c'est toujours difficile et je n'ai pas à juger justement parce que y a les gens qui font et puis il y a ceux qui discutent, il y a ceux qui critiquent, il y a ceux. Alors c'est assez marrant parce que dans des commentaires, j'ai envie de leur dire, mais prenez un billet d'avion, venez voir tout simplement. Je veux dire, voilà, c'est aussi simple que ça. Arrêtez de fantasmer et puis de réagir. Il y a des gens qui vous jugent par vidéo interposée, qui vous connaissent absolument pas. C'est quand même assez risible. Donc, ouais, prenez un billet d'avion, venez, allez en Ukraine, allez en Pologne, allez partout, explorez, voilà. Et encore une fois, c'est pas une question d'intelligence, hein, comme dit, moi, je pris un sac à dos et puis un billet d'avion. Je suis venu plusieurs fois. Je prends la température du lieu, je me renseigne. J'ai pas forcément de contact, et d'ailleurs, c'est mieux. De mon point de vue, faites l'expérience. Hein, j'ai voyagé beaucoup, moi, dans de nombreux pays. Et quand vous voyagez, que vous voyagez avec un pote, par exemple, eh bien, vous avez tendance à faire... vous êtes centré autour de vous, parce que c'est plus facile, vous vous connaissez, vous parlez la même langue. Non, bah, quand vous voyagez seul, moi j'ai un copain qui a fait un tour du monde, et voilà, vous avez de longues phases d'introspection. Et quelque part, ça peut être très intéressant, parce que si vous n'arrivez pas à vous supporter sur 15 jours de voyage quand vous êtes tout seul en terre étrangère, je vous laisse imaginer ce que ça peut donner dans une baraque à 5000 balles, sur un territoire et dans un pays que vous ne connaissez pas, en pleine zone rurale, qui peut ressembler par certains aspects au tiers-monde, ça risque d'être tendu. Hein, donc faites attention à ça. Donc quand vous voyagez seul, vous avez cet aspect-là, parce que vous êtes aussi, vous vous recentrez sur vous-même. Vous voyez, si vous vous supportez déjà vous-même, comment voulez-vous supporter les autres si vous ne vous supportez pas vous-même déjà, hein. Et puis après, eh bien, vous êtes obligé de vous confronter quelque part à la population locale et de vous ouvrir sur l'extérieur, de vous imprégner finalement des cultures dans lesquelles vous plongez momentanément. Et c'est quand même la meilleure des choses, parce que si vous décidez ensuite de vous installer, eh bien, il faut aussi respecter les us et coutumes locales. Vous ne pouvez pas apporter vos psychoses et vos névroses de votre pays d'origine dans votre pays d'accueil, parce que ce que vous avez quitté, vous le recréez vous-même de l'autre côté. Donc ça ne me paraît pas une super option. Ok, bah écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao!